Et puis, effectivement, donc, on dit souvent, on est ce qu'on mange. Et puis, il y a aussi des zones, des moments, effectivement, dans la vie de transition où bah, les hormones vont avoir des effets physiologiques. Et on sait de plus en plus l'importance du microbiote dans ces équilibres. Donc, vous allez nous parler justement de ce sujet. Et puis, voilà, la parole est à vous. Et puis, ce sera un échange interactif. S'il vous plaît, si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat. Et puis, Alice va effectivement les recueillir petit à petit. On aura un temps pour les questions de manière intermédiaire. Si tout d'un coup il y a quelque chose, le but c'est aussi qu'il y ait un échange et puis que ce ne soit pas juste un monologue. Voilà. La scène est à vous, Agnès. Merci docteur. Voilà. Écoutez, j'ai grand plaisir à être ici et j'espère que je vais pouvoir apporter des réponses et des astuces pour permettre aux femmes de se sentir mieux à l'approche de la ménopause. Alors, j'avais fait une présentation, je crois que c'est Alice qui va la partager. Non, tu as le bout. Tu peux en fait partager actuellement. Alors, je la partage volontiers si... hop, Puis passer d'une slide. pas de souci. C'est juste que Je t'ai donné la. après, après, je peux aussi faire sans, mais c'est toujours bien d'avoir des mots-clés pour mémoriser. Hop, excusez-moi, je vais faire ça Pas de problème. vite. Voilà. Je vais, juste pendant que Agnès se prépare, je vais faire un petit sondage. Combien de personnes sont ménopausées qui nous écoutent et combien de personnes ménopausées avec des symptômes et combien de personnes prennent déjà un traitement? Voilà. Juste un petit sondage, vous mettez dans le chat oui, ménopausée, non, traitement, oui, non. Et puis, voilà, comme ça nous donne une petite idée sur le nombre. Voilà, je vois que les gens commencent à venir progressivement. Donc, pour les participants qui arrivent, euh, bienvenue. Alice, j'imagine, vous les laissez. Oui, oui, tout à fait. Je coordonne. Il y en a quelques-unes. Parfait. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma première page avec le titre, Une transition en douceur vers la ménopause. Voilà. Vous voyez cette présentation? On voit très, très bien. Ok. On voit parfaitement bien. Juste Donc, avant que vous commenciez, donc je vois, c'est à peu près, en tout cas pour ceux qui ont répondu. Donc la question pour ceux qui viennent d'arriver, vous le mettez dans le chat. Bienvenue d'abord. Est-ce que vous êtes ménopausé? Est-ce que vous avez des symptômes? Est-ce que vous prenez déjà un traitement? Juste pour déjà nous donner une idée. Je vois que c'est à peu près 50-50. Très bien. Voilà. parfait. Mais on Alors, est... ça tombe bien. Voilà. Parfait. Donc, alors je vais commencer par... Bon, déjà, je suis micronutritionniste et nutritionniste. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de parler nutrition, aussi micronutrition. L'usage des plantes aussi. J'utilise pas mal les plantes pour accompagner les femmes dans leurs troubles hormonaux. Et les oligo-éléments, enfin, voilà. Et plein d'autres micronutriments qu'on abordera après. Donc, je voulais commencer d'abord par la définition. En fait, on va parler de la préménopause d'abord parce que c'est important assez tôt de faire attention à l'insuline, à réguler l'insuline, à réguler le poids, à vraiment soutenir le cycle, soutenir ces cycles le mieux possible parce que c'est en s'y prenant tôt en fait qu'on verra qu'on passe cette ménopause vraiment sans chaos. Le but, c'est vraiment d'arriver en douceur à cette ménopause avec le moins de symptômes et moins d'inconfort possible. En général, on dit que voilà, la préménopause, ça peut débuter 2 à 8 ans avant la ménopause. La ménopause officielle, elle intervient. Donc, on dit qu'on est en ménopause quand on n'a pas eu ses règles depuis 12 mois. Elle intervient en moyenne à 50 ans, à l'âge de 50 ans. Et alors, je vais vous faire une liste de symptômes, mais soyez rassurés, c'est pas tous ces symptômes qui vont survenir, c'est vraiment très variable d'une femme à l'autre.
Donc, et ensuite, ben voilà, moi je vais vous apporter des astuces pour équilibrer tout ça. Je ne sais pas si, docteur, vous voulez dire quelque chose par rapport à la préménopause? Donc, merci pour ces chiffres. C'est vraiment important pour toutes qui nous écoutaient. C'est vrai que la médecine a tendance à donner des définitions sur un élément, hein. Typiquement, on dit, voilà, je suis en ménopause, mais en fait, on devrait dire, je suis en post-ménopause, je suis en préménopause. Parce que la ménopause, ce n'est rien d'autre qu'un anniversaire. C'est une définition qui a été donnée, 12 mois avec absence de règles. Mais là aussi, vous pouvez avoir cette absence. Et si on fait une prise de sang, on voit que vous produisez toujours des hormones. Donc, c'est des chiffres, c'est des définitions, mais effectivement, maintenant aussi avec la médecine préventive, on voit que certaines choses sont en train d'évoluer. Voilà, petit commentaire de côté. D'accord. Donc, je ne sais pas si on a besoin d'aborder, en fait, de rappeler un petit peu pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passe exactement. En fait, on arrive, on va épuiser notre poule folliculaire, c'est-à-dire qu'à la puberté, on a nos 400 000 follicules environ. Tout au long de notre vie, à chaque cycle, on va libérer parfois deux ovules. Et arriver entre 40 et 50 ans, on va arriver un petit peu à la fin de cette réserve d'ovocytes. Et l'action, enfin, nos ovaires vont cesser, enfin, vont commencer à produire moins d'œstrogènes. Donc là, je vais surtout parler de l'œstradiol. Ce qui va se passer à la période de la ménopause, c'est que les surrénales, elles vont prendre le relais en produisant de l'œstrone et également le tissu adipeux. Et là, en fait, le foie, les intestins vont jouer un rôle capital. Il va falloir les dorloter pour que la conversion se fasse au mieux. Il va falloir aussi jouer sur l'axe stress parce que plus on est stressé, vous le savez, plus on sollicite nos surrénales, plus on produit du cortisol. Et tout ça, c'est au détriment de l'ostrone qui est censé prendre le relais. Donc, il y a aussi plein d'autres petites choses dont il faudra faire attention et qu'on va aborder. Aussi à savoir que l'ostrone elle-même, c'est une hormone qui est un petit peu moins potente, hein. Celle-là, elle a tendance à quand même rester au moment de la ménopause. Donc, l'œstrogène, en fait, quand on parle d'œstrogène, c'est très vague, c'est très large, hein. Donc, il y a des familles, justement. On a trois types principaux d'œstrogènes, hein, et puis c'est les deux premiers, œstradiol et œstriol, qui ont tendance à baisser. Voilà, ça c'est juste pour la théorie. Ok, merci. Donc là, je vais aborder tous les signes qui vont commencer à intervenir en préménopause. On va avoir des cycles un peu plus irréguliers, donc des saignements atypiques, ce qu'on peut appeler aussi les spottings, un petit peu avant les règles ou de manière anarchique, soit en première phase du cycle, soit en deuxième phase du cycle. Et ces spottings sont indicateurs d'une chute hormonale. Et on va aussi ressentir de la fatigue, des problèmes de sommeil, et puis avoir une humeur instable. C'est vrai que j'entends beaucoup ça de la part des femmes, plus de difficultés à dormir parce que ben, l'ovulation, elle est moins efficace, on produit moins de progestérone en deuxième phase du cycle, et puis cette progestérone, elle est censée calmer, apaiser, et puis ça va vraiment entraîner des troubles de l'humeur ou de l'insomnie. Mais tout ça, ça va se stabiliser évidemment. C'est qu'une phase de transition. C'est vraiment un déséquilibre qui existe parce que ben, il y a trop d'œstrogènes par rapport à la progestérone et voilà, c'est ça qui est problématique en fait. C'est que tant qu'on va produire des œstrogènes mais qu'on n'a pas une ovulation efficace, eh bien, on va avoir des déséquilibres. Mhm. Euh, vous vouliez dire quelque chose? Disons juste en complétant, c'est vrai que je ne veux pas aller. On a déjà eu d'autres webinaires sur la partie des hormones de ménopause, mais en gros, ce qui se passe, c'est vraiment cette partie de déséquilibre, c'est ce que vous allez ressentir peut-être, des tensions au niveau des seins, parce que simplement il y a ce déséquilibre, il peut y avoir des maux de tête, il peut y avoir des rétentions d'eau. Et puis effectivement, c'est vraiment
c'est un petit peu comme un orchestre, puis vous avez quelques instruments qui commencent à arrêter de jouer, et puis au fur et à mesure, bah, voilà, et souvent, bah, quand il y a une première partie de ces instruments qui s'arrête, bah, les symptômes peuvent être assez hauts, puis des fois ça reprend de nouveau. Hein, c'est vraiment, voilà, ces variations qu'on peut retrouver absolument. Alors, sommeil, humeur, ça, on l'a abordé. La fatigue nerveuse, la fatigue, ça, j'ai constaté aussi de la part de patientes, une espèce de brouillard mental, comme elle le décrit. Ça peut arriver évidemment aussi avant la ménopause. Et puis, on est un peu plus anxieuse, un peu plus émotionnelle. Euh, Ensuite, il y a oui, de manière générale, on va constater un ralentissement du métabolisme. On va moins bien digérer les graisses, on va moins bien digérer les glucides. Là, on se rend compte qu'il va y avoir à faire des ajustements alimentaires. Et on viendra dessus après. Là, ce qui va se passer, c'est que la sensibilité à l'insuline sera moins bonne. Donc voilà, on va avoir une résistance à l'insuline. Je reviendrai plus en détail dessus après parce que c'est quand même un jargon qui est pas toujours compréhensible. Mais l'idée, c'est que l'hormone de stockage qui est l'insuline, enfin l'insuline, elle est censée envoyer le glucose, enfin les sucres vers les cellules, vers les muscles pour que ce soit métabolisé. Et elle va moins bien travailler en fait. Et on va avoir tendance à stocker. Ça va se transformer en tissu adipeux. Et souvent, bah, les femmes se plaignent de stocker au niveau du ventre. Et puis, on a ce petit ventre-là enfin, on n'a plus la même répartition du tissu adipeux. Et on n'aimerait pas, enfin voilà, on aimerait arriver à s'en débarrasser. C'est un petit peu plus difficile. Donc là aussi, il y a des choses à faire. Au niveau voilà, de la libido, il y a aussi, on constate qu'il y a une sécheresse vaginale. Il va y avoir aussi la baisse voilà, de la libido et il peut y avoir des rapports douloureux. Encore une fois, ça c'est vraiment quelque chose dont il est important de parler, de mettre des mots avec son conjoint, avec son partenaire, parce que c'est, euh, ça peut, enfin, il y a des choses à faire et ça doit plus être tabou. Voilà, parce qu'on ne s'arrête pas de vivre après la ménopause ou après la ménopause. On a quand même une sexualité qui doit continuer et donc il faut s'en occuper et c'est pas une fatalité. Absolument, oui. C'est Euh, c'est juste. Pardon. Allez-y. Vous vouliez dire quelque chose? Non, disons juste, c'est une petite parenthèse par rapport à cet élément-là. C'est vrai que c'est de manière générale, tous ces symptômes, souvent on a tendance à les banaliser ou dans la société, oui, ben, c'est normal, voilà, c'est comme ça, on est proche de 50 ans, on a un petit peu moins envie, il y a la peau qui flétrit, enfin, je caricature un peu, mais c'est vraiment des choses qui peuvent être adressées et ça, c'est les éléments de début. Et effectivement, il faut vraiment, heureusement, il y a moins en moins de tabous là autour et c'est tous des éléments qui sont correctibles. Voilà. Alors, moi, je vais aborder ces sujets-là ce soir. Il y a vraiment, le sujet est vaste. On doit parler de beaucoup de choses, mais je vais essayer d'être concise et parler un peu des priorités. Pour moi, pour soutenir la régulation hormonale, il faut vraiment être attentif et soigner son système digestif. Donc, chouchouter le foie, l'estomac, la vésicule biliaire, les intestins. Il faut en prendre soin pour que tout fonctionne. Si on a un intestin ou un estomac endommagé, si on a pris des traitements au long cours ou des anti-inflammatoires très régulièrement, on abîme cette paroi gastrique, on abîme cette paroi intestinale et l'assimilation des nutriments elle se fait moins bien. Donc on est souvent carencé et si on est carencé en minéraux, si on est carencé en vitamines, évidemment, ça va entraîner un déséquilibre hormonal. Donc moi, c'est vraiment le soin, enfin, je suis attentive à ça en premier lieu. Ensuite, parfois, il y a des inflammations qu'on traîne depuis des années et des années. On a des règles douloureuses, des syndromes prémenstruels depuis des années, mais ça n'a jamais été réglé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut s'occuper.
avant d'arriver à la ménopause. euh, Parce que c'est pas normal. Et protéger ensuite la santé cardiovasculaire et osseuse, et ça c'est vraiment capital pour tout le monde. Et maintenir la masse musculaire pour prévenir la prise de graisse viscérale, donc en se musclant, enfin on va voir qu'est-ce qu'on met dans son assiette aussi par rapport à ça. Je crois là-dedans, c'est des points vraiment importants parce que ça, c'est des éléments qui sont plutôt sur le long cours, hein. Avec la carence hormonale, vous avez quelque chose qui est immédiat où bah, vous allez avoir ces symptômes, bouffée de chaleur, trouble de la concentration, libido. Mais là, Agnès nous parle aussi d'un élément qui se déclenche sur le long terme. Une carence d'hormones dans le long terme va justement avoir un effet sur effectivement, sur l'atrophie des muscles, la solidité. Vous avez certainement dû entendre aussi sur l'ostéoporose. Donc, c'est aussi ça de savoir, c'est pas juste sur le moment. On parle vraiment de la prévention sur le plus long terme où certaines situations peuvent s'installer sur 5 à 10 ans. Merci. Euh, Oui, je voulais dire, avant de parler enfin, il y a un point qui me paraît important, c'est, une patiente qui m'a dit encore aujourd'hui, ah, mais moi, les compléments alimentaires, les micronutriments, j'y crois plus, ça marche pas pour moi, j'ai envie de passer directement à un traitement hormonal. Et souvent, bah, en fait, il se trouve que c'est une dame qui a une inflammation intestinale depuis très longtemps. Et tant que c'est pas réglé, vous pouvez prendre ce que vous voulez, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est vraiment important de savoir dans l'alimentation ou dans l'environnement qu'est-ce qu'il faut retirer et puis, et puis d'abord réparer cette paroi gastrique, intestinale et puis pour ensuite apporter les nutriments. Vous pouvez acheter le meilleur complément alimentaire, ça va pas fonctionner si vos intestins, votre estomac n'est pas en santé. Donc c'était un point que je voulais soulever. Absolument. Ouais, tout à fait. Euh, Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vois... Ah oui, est-ce que vous voulez qu'on réponde déjà à quelques Ouais, questions? alors sur le chat, donc au fur et à mesure, hein, vous n'hésitez pas à les mettre. Pour le moment, je n'en Mhm. vois pas. Donc, Ok. effectivement, bah, on va continuer. Mais si tout d'un coup, il y a quelque chose qui stimule une question, vous le mettez dans le chat et puis on y répondra volontiers. Ok. Donc, on chouchoute le foie, ça c'est un des premiers organes dont on prend soin parce que le foie, donc c'est l'usine chimique de notre organisme et il va faire un tri, il va aller sélectionner, ben, il va aller empaqueter, on va dire, les oestrogènes qui sont plus utiles, qui ont rempli leur rôle, il va les empaqueter pour les expédier, pour elles soient évacuées par les intestins. Et voilà, s'il fonctionne pas correctement, c'est problématique. Donc, ce qui bloque cette détoxification, bah, ça va être euh, un déséquilibre intestinal, des carences. Donc, si on est carencé en protéines, si on est carencé en oligo-éléments, c'est problématique. Ça empêche le bon fonctionnement du foie. Donc, il faut être très attentif à ça. Alors, pour aussi stimuler et soutenir le foie, alors voici ce que j'ai mis en avant. Donc, je conseille toujours en début de repas de commencer avec des aliments amers. Alors, c'est très désagréable quand on n'a pas l'habitude, mais les papilles s'habituent avec le temps et je conseille toujours d'allier les aliments amers, de les mélanger avec quelque chose de neutre. Ça va stimuler la vésicule biliaire, ça va vraiment stimuler le foie, ça va vraiment être bénéfique. Donc, là, on a le romarin, on a le basilic qui sont top pour le soutien du foie, le pissenlit, la roquette, l'artichaut, le pomelo, l'endive. Donc, ça sont quelques exemples. Ici, pour chouchouter le foie, encore une fois, les légumes crucifères, donc tout ce qui est chou, brocoli, le chou rouge, je les vois pas assez souvent dans l'assiette. Les brocolis, c'est vraiment magnifique comme légumes, donc n'hésitez pas, ça va vraiment ouais, soutenir le travail du foie. Les légumes verts à feuilles, donc tout ce qui est pak choy, chou chinois, côte de bête, ça doit prendre vraiment une bonne partie de l'assiette.
Donc, ça va favoriser la détox hépatique. Juste en revenant sur le dia précédent, Ouais. en revenant là, ça va encore en arrière. Voilà, juste ces éléments-là, on parle surtout de la méthylation. C'est un des, puisqu'il y a aussi une question de Juliana qui demande, donc en anglais, j'espère que vous comprenez le français, sinon je le dirais volontiers après en anglais, ce qu'il faudrait qu'on fasse des tests génétiques pour les aliments et par rapport à l'inflammation. Donc, il faut savoir aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, que les hormones qui sont produites passent dans l'intestin. Il y a des processus chimiques, c'est-à-dire physiologiques, mais chimiques aussi, qui se font et puis qui activent ou désactivent des hormones. Et puis effectivement, les aliments, chaque personne a des enzymes qui lui sont propres, hein, on le sait de plus en plus. Et puis, selon les aliments qu'on peut avoir, bah, ça peut avoir un effet. Donc, la question peut-être en même temps, puisque je vois sur les crucifères hein, qui sont extrêmement importants, est-ce que vous avez pour vous, au niveau des tests, est-ce qu'il y a des tests que vous recommandiez ou comment vous voyez les choses, notamment par rapport à La méthylation. ou- non, alors, on ne parle pas de méthylation de l'ADN, on parle des tests génétiques par rapport à ce qui est alimentaire. Hein, c'est ce que je comprends de Juliana, euh, pour, euh, pour choisir les bons aliments. Alors, moi, je ne fais pas faire de tests génétiques. Les seuls tests génétiques que j'ai pu faire, oui, c'était pour le fucosilactose, enfin pour le FUT2, mais c'est tout. Enfin, c'est pas, ça, c'est vraiment quand on a du mal à dégrader l'histamine. Enfin, je le fais très peu, en fait, c'est Ouais. pas tellement mon domaine. Euh, Généralement, quand je fais l'anamnèse, j'essaie de faire une anamnèse vraiment complète où je passe tout en revue et ça me permet d'identifier en fait quelles sont les carences, où est-ce que ça bloque, où est-ce qu'il y a un problème, à quel niveau, est-ce que c'est le foie, est-ce que c'est l'estomac, est-ce que c'est les deux, est-ce que c'est les intestins. Euh, et voilà, mais sinon j'ai pas de test génétique. Je pense qu'elle est utile pour reprendre à Juliana, je pense que c'est très utile quand alors, soit vous voulez savoir immédiatement, puis les tests, il y en a plusieurs. Hein, souvent on arrive sur des tests où on mesure, par exemple, l'ARN des bactéries qui sont dedans, du microbiote. C'est des Oui, cryptogrammes. le coloscreen. Mm. Alors, il y a le coloscreen qui est plus une partie où on va mesurer c'est-à-dire en culture. Donc, souvent, ce qui sort, c'est bien, mais on va mesurer que les bactéries vivantes. Et puis, maintenant, on a surtout ce qu'on appelle les cryptonomics, où c'est vraiment plutôt l'ARN. Puis là, on voit vraiment, on a un panel complet. Puis, effectivement, ben, maintenant, c'est utilisé de plus en plus pour pouvoir permettre de déterminer. Puis notamment, ben, les phénotypes, ça dépend aussi d'où vous venez. Est-ce que vous venez plutôt de la Méditerranée ou est-ce que vous êtes plutôt des descendants d'Esquimaux ou est-ce que, parce que l'alimentation a joué pendant des millénaires, maintenant les populations viennent ensemble et du coup, on peut avoir des mélanges, ce qui peut aussi faire les intolérances et d'autres choses. Alors, pour répondre là-dessus, moi je dirais si on va aller vraiment en détail ou si on a avec des conseils de base, ça marche pas, c'est tout à fait pertinent. Voilà. Oui, c'est sûr que, enfin, après l'anamnèse, et puis quand on voit que la réforme alimentaire, elle n'a pas été, elle n'est pas efficace, on va un peu plus avant dans les examens et puis on fait, enfin, moi je fais faire, oui, soit les examens des selles, et puis on va voir quelle est la flore qui domine, et puis les pathogènes, enfin la flore qui est prévalente et qui pose problème. Donc, il y Bon, avait comme... on va continuer. Simplement, c'était une des petites questions entre tout. Puis après, je prendrai les autres au fur et à mesure.
Parce qu'il y avait une question sur par rapport au foie et on vient de passer le donc souvent on sent quand on a des nausées ou on souffre de maux de tête, de migraines. Souvent derrière il y a un foie qui peine un petit peu à faire son travail. Donc légumes verts à feuilles, ça on l'a fait. Ça, c'est quand donc voilà ça fait aussi partie donc de la prévention et puis pour équilibrer les cycles et puis pour aussi lutter contre les syndromes prémenstruels. Enfin, il y a tous les antioxydants qu'il faut consommer régulièrement, qu'on peut consommer sous forme fraîche, sèche, sous forme de poudre déshydratée. Ensuite, très important, donc les protéines, l'apport protéique. Il y a beaucoup de femmes qui sont carencées, qui ne mangent pas assez de protéines. Alors, ça peut être aussi les protéines végétales, donc les céréales associées euh, aux légumineuses pour couvrir tous les acides aminés essentiels. Et puis, bien sûr, des viandes de qualité, des viandes maigres, de la volaille de qualité, bio, des œufs qui sont une source en iode intéressante aussi. Enfin, vraiment, c'est important de veiller à un apport suffisant protéique. Faut compter à peu près, faut prévoir 0,8 grammes par kilo de poids et par jour. Mhm. Les poissons gras, alors les petits poissons gras, ça va être un apport en oméga 3, enfin en EPA, DHA. C'est anti-inflammatoire également et soutien cognitif et cardiovasculaire. Là, j'ai fait un petit visuel pour montrer que voilà, les oméga 6 sont aussi importants que les oméga 3. On a besoin aussi de signaux de déclencheurs de l'inflammation et pour ça, les oméga 6 sont indispensables. Et les oméga 3 anti-inflammatoires vont, eux, jouer un rôle dans le retour au calme. Donc, c'est vraiment nécessaire de consommer régulièrement. Moi, je conseille toujours tous les jours environ 3 cuillères à soupe d'huile riche en oméga 3. Et les oméga 6, on doit vraiment être prudent. Après, les deux sont importants. Mhm. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que tout ce qui est graisse insaturée, le corps va l'utiliser aussi dans une synthèse des hormones stéroïdiennes, même si effectivement il y a une production qui est réduite. L'apport justement dans ces graisses essentielles, justement, notamment l'oméga 3, va aider. Elle va aussi avoir une action sur tous les tissus, la peau, les tissus de soutien. Donc effectivement, très important à substituer. Oui, il y a la peau, c'est vrai que c'est aussi une des préoccupations des femmes à l'approche de la ménopause. Si vous voulez garder une jolie peau, c'est important d'apporter des bonnes graisses, vraiment important. Donc, si vous sentez que vous avez tendance à avoir la peau qui sèche, ou d'avoir des petites blessures ou commis sur des lèvres, il faut vraiment, vraiment apporter des oméga 3. L'huile de bourrache, l'huile d'onac sont vraiment bénéfiques, enfin, toutes ces bonnes huiles. Et il faut éviter de faire des économies sur ces huiles, vraiment choisir de la top qualité parce que ça vraiment dans un but thérapeutique, pas acheter dans des bouteilles en plastique, mais vraiment dans des bouteilles en verre sombre pour en garantir une bonne conservation et on évite les plastiques autant que possible, qui sont des perturbateurs endocriniens. Bien sûr. Ouais. Les légumineuses, on n'en consomme pas assez et elles sont intéressantes pour les phytoestrogènes, justement. Moi, j'aime bien conseiller de les faire pré-germer, les faire tremper une nuit, une journée pour qu'elles pré-germent. Et puis là, elles vont avoir vraiment des propriétés intéressantes, apporter des vitamines. Donc, c'est vraiment, ça vaut la peine de les faire tremper au préalable. Pas commencer avec des grosses quantités parce que c'est pas toujours digeste. Mais le fait de les faire tremper, ça va les rendre plus digestes également. Et typiquement, si vous ne pouvez pas en manger parce que ça vous rend malade ou ça crée des ballonnements, là, il faut, il faut aller consulter parce qu'il y a
il y a probablement une dysbiose intestinale et quelque chose à corriger au niveau de l'équilibre du microbiote. Donc, juste si je comprends bien, parce qu'on dit souvent, hein, on appelle ça des fois des détonants, hein, les médecins appellent ça, c'est que si on a du ballonnement en mangeant des lentilles ou des pois chiches, ou c'est qu'il y a automatiquement un problème intestinal, ou est-ce qu'on peut quand même avoir des ballonnements puis c'est normal, ou on devrait Alors, en avoir? soit on en a mangé trop, ce qui peut arriver, soit il y a vraiment, ouais, il y a vraiment, ça provoque des gaz. Moi, j'ai constaté que souvent, il y avait un déséquilibre avec ou un SIBO en place, et dans ce cas-là, ça vaut la peine de réduire et puis de consommer plus tard, une fois que l'équilibre du microbiote est rétabli. Ok, merci. Ils ont également, donc ils comportent des phytoestrogènes qui ont une action équilibrante. Donc ne pas en avoir peur. C'est plutôt équilibrant. Ça va pas provoquer une hyperestrogénie. Vous vous avez beaucoup de patients, c'est une question un peu générale, mais est-ce que beaucoup de gens mangent encore des lentilles et des pois chiches? Parce que c'est un peu ce qu'on entend, hein, c'est que bon, on veut éviter, parce que ça fait des ballonnements, tout ça. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est d'actualité, consommé de manière régulière vous entendez, ou moins? Non, justement, on en consomme trop peu. C'est Moi, ça, hein. ouais, très peu. Trop. D'accord. Et aussi, j'ai remarqué que oui, il y a très peu de personnes qui mettent des épices dans les plats. Or, les épices ont leur intérêt justement quand on consomme les légumineuses. Pas hésiter à mettre du cumin ou des graines de carvi qui vont les rendre plus digestes. Les épices et les herbes fraîches et sèches ont vraiment un rôle et permettent de mieux digérer aussi et de mieux faire travailler le foie. Mhm. D'accord, merci. Oui, l'avoine, c'est votre ami aussi parce qu'il est vraiment très intéressant. Enfin, elle est vraiment très intéressante, l'avoine. Notamment et puis le son d'avoine. Moi, je conseille toujours au petit déjeuner de privilégier le son, donc l'enveloppe de la céréale, plutôt que le grain dans son entier, parce que c'est moins, enfin, l'index glycémique est plus bas. Donc, on va éviter le pic d'insuline. Et surtout, très important, alors on nous présente toujours, quand on nous fait des publicités pour les céréales, des bols remplis à ras-bord avec une quantité énorme de porridge. Et non, c'est enfin, vraiment, il n'y a pas besoin d'en manger une telle quantité. Donc, le son d'avoine, c'est 2 cuillères à soupe le matin dans un bol avec, pour faire une crème Boudwig, par exemple, avec un yaourt, au lait de brebis ou de chèvre ou un yaourt végétal, des huiles, des fruits, de la pomme, des baies, des noix, des noisettes, et que 2 cuillères à soupe, ça suffit. Ça va aider à produire de la sérotonine, ça va avoir un effet sur l'humeur, positif sur l'humeur, ça va donner une bonne énergie. Et en principe, votre bol, il va vous aider à tenir une bonne partie de la matinée. Donc, c'est important de ne pas consommer trop de céréales. C'est vraiment problématique pour la digestion et en plus, c'est très glucidique. La- Là, il y a un message aussi important, c'est que c'est vrai que ben, je vois souvent des patients qui viennent parce que l'humeur change, il y a de la tristesse, de l'anxiété. Clairement, les hormones sont là-dedans, mais là, vous venez de mentionner quelque chose d'extrêmement important, c'est que vous avez des aliments qui vont avoir des teneurs beaucoup plus importantes en peptides, je vais appeler ça du GABA ou d'autres, qui vont permettre de monter ces hormones de bien-être et de bonheur. Et effectivement, si je le vois avec les traitements, si on a une amélioration que partielle avec des hormones, il faut vraiment vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'équilibre au niveau du microbiote, et introduire aussi progressivement des aliments qui vont permettre d'équilibrer. Littéralement, il y a plusieurs études, hein, qui montrent que la consommation de restauration rapide de manière régulière va augmenter la dépression.
Donc, c'est vraiment, vraiment important. Puis, si en plus, il y a les hormones, donc effectivement, les apports d'aliments que vous venez de citer vont venir en soutien aussi aux hormones. Oui, tout à fait. Et pour ce qui est des grains entiers des céréales, donc ils peuvent être consommés, moi je le conseille plutôt dans la deuxième partie de la journée, enfin plutôt le soir. Ils ont aussi leur intérêt. Et puis l'avoine encore, là, elle a aussi un rôle, donc la production de sérotonine, et puis là, on stimule la production de mélatonine aussi, et plus, on est mieux prédisposé au sommeil, pour un bon sommeil. Alors, les champignons, faut pas les oublier, ils sont vraiment très intéressants aussi pour le microbiote. Ils nourrissent aussi de bonnes bactéries du microbiote. Ils sont vraiment, quand il y a des dysbioses ou des candidoses, il y a certains champignons qui vont vraiment aider à réguler. Euh, Moi, j'aime bien de temps en temps conseiller des poudres de champignons plutôt que certains probiotiques. Enfin, ça dépend vraiment des situations. Donc, à consommer aussi, c'est une source de protéines intéressante. Cependant, à, à consommer pas plus de 2 fois par semaine parce qu'il comporte aussi des métaux lourds. Et pas oublier, pour éliminer les métaux lourds, de consommer des herbes fraîches et sèches, notamment la coriandre si on aime, ou la ciboulette qui aide à éliminer les métaux lourds. Et ce qu'on trouve encore, parce que c'est vrai que ça devient problématique, hein, tout ce qui détoxifie, que ce soit les champignons, que ce soit les algues, par exemple de la spiruline, ou tous ces éléments-là sont aussi des capteurs de métaux lourds. Donc, en fait, on en prend pour se détoxifier, et du coup, il y a aussi des métaux, parce que notre planète est malheureusement très polluée. Est-ce que vous avez des recommandations par rapport à alors, peut-être pas forcément parler des marques, mais peut-être, mais quelle serait votre recommandation pour choisir, euh, par exemple, en l'occurrence, les champignons ou les algues, qui auraient des teneurs qui seront les plus réduites ou voilà, est-ce que vous avez des conseils? Alors, les herbes fraîches. Ensuite, on peut faire des cures de charbon diluées dans de l'eau le matin à jeun, à distance des compléments alimentaires ou des traitements. Euh, Hmm. donc ça marche assez bien. Après, il y a les cures d'argile. Après, il y a après, voilà, il y a des... Moi, je fais très simple. Je sais pas, j'ai pas utilisé. Je crois qu'il y a la zéolite, mais je connais pas. Je l'ai pas utilisé. J'ai pas de retour par rapport à ça. J'essaie toujours de trouver quelque chose qui a aussi un bon rapport qualité-prix parce qu'il y a certains produits qui sont extrêmement chers. Donc, j'ai pas Ouais. encore testé. Et je conseille généralement ce que je teste sur moi aussi. Donc, Donc, vous recommandez, quand on prend un détoxifiant qui pourrait avoir, parce qu'évidemment, ils ne sont pas toujours testés, hein, c'est la même chose pour les oméga 3, vous recommanderiez d'office aussi de prendre un chélateur ou un épurateur en parallèle? ben oui, ça m'arrive, mais je vais d'abord travailler sur le foie, donner des plantes qui vont aider à détoxifier pendant une vingtaine de jours, à soutenir le travail du foie. Et puis j'utilise, oui, le charbon, mais voilà. Et puis après, il y a le jeûne aussi, j'aime bien recommander. Mais ça va vraiment dépendre des personnes. C'est très... ouais, il y a, le jeûne ne convient pas à tous, à toutes, donc... mais voilà, je suis assez... j'adapte en fonction des patientes. Vous m'entendez? Euh, Et vous êtes en mute, docteur. ah, oui. C'est tout bon. Non, mais je vous entends Oui, très, si, voilà. je vous entends très bien. Euh, alors, est-ce il y a une personne qui demandait si on Alors, achète il des y a des produits bio, c'est questions. ça? Oui, on va peut-être juste aller vers les questions. Euh, Euh, alors après, à vous de voir si vous voulez répondre, si vous voulez que j'y réponde. C'était un petit peu plus haut. Il y a Isabelle, je oui. pense que c'était quand on parlait de l'acide folique sur le MTHFR. Ouais. Euh, Est-ce que vous voulez
je voulais en parler. Et puis le métabolisme, l'homocystéine, un petit peu technique, mais à vous de… Alors moi, je regarde, enfin c'est souvent quand j'accompagne les couples qui sont en situation d'infertilité, là c'est quelque chose que je regarde, les deux, la MTHFR et l'acide folique, je vais regarder comment ils fonctionnent ensemble et j'essaye d'être en dessous de 9, voire oui, en dessous de 9 pour l'homocystéine. Euh, non, pas pour, pardon, je me mélange les pinceaux, excusez-moi. Je regarde toujours les valeurs de l'homocystéine et je veille à rester en dessous de 9 voilà, pour vérifier qu'il n'y a pas de problème, justement. On- Mais ouais, je crois que c'est un petit peu trop technique. Je pense pas que je vais pouvoir donner plus En de… gros, peut-être juste pour expliquer vraiment en résumé, hein, donc c'est une enzyme, hein, dans notre corps produit effectivement des toxines tous les jours. Si on n'avait pas des enzymes de détoxification, en fait, chacun d'entre nous, on serait mort en moins de 24 heures. Donc, c'est en fait une enzyme qui est clé dans le métabolisme de l'acide folique et de l'homocystéine. L'acide folique, vous savez aussi, dans la grossesse, c'est important pour le bébé, pour tout ce qui est neurones. C'est aussi important au moment de la ménopause, puisque tout le système nerveux a besoin d'acide folique, hein, ou bien la vitamine B9. Donc, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a un dysfonctionnement avec cette enzyme, eh bien, il y aura un produit de dégradation qui s'appelle l'homocystéine qui peut être élevé. Puis effectivement, ça, c'est des choses que l'on mesure dans les préventions de vieillissement, ou qu'on mesure aussi en cas d'infertilité, et qui vont montrer que la détoxification se fait moins bien. Et puis, ça va également être un marqueur de facteurs de risque cardiovasculaire. Comme vous le savez peut-être, avec la ménopause, on a une augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire avec une réduction notamment de l'œstrogène dans l'équilibration des graisses. Donc, par exemple, si vous avez une activité qui est réduite, donc vous allez aussi avoir un impact sur la détoxification, sur la régulation hormonale, mais aussi sur la production de neurotransmetteurs, particulièrement ceux, par exemple, qui sont ceux pour le bonheur et le bien-être, notamment sérotonine et dopamine. Donc, effectivement, ça peut être utile. Alors, c'est relativement cher de mesurer. Il y a des personnes qui ont des mutations. Donc, il y a un gène qui est modifié et puis cette fonction est moins bonne. Moi, ce que je trouve qui est utile, c'est effectivement de mesurer l'homocystéine. On va la faire, moi, je vais la faire s'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire. Et puis après, effectivement, c'est d'adapter s'il y a une carence avec des aliments qui sont naturels et puis qui sont riches en folate. Hein. Justement, je crois que cette question est apparue quand vous en parliez. Ça va être les légumes verts, à feuilles, les épinards, les avocats, enfin, tous ces éléments. Et puis ensuite, bah, effectivement, de venir soutenir. Donc, j'espère que ça répond à la question. Et je vais aussi prendre en même temps, il y avait une question, je crois, plus bas, qui était sur le glutathion, qui est aussi un détoxifiant. Donc, moi, je le prescris quand on détecte des métaux lourds. Donc, il faut savoir l'intoxication aux métaux lourds, elle peut mimer euh, des symptômes ménopausiques, donc de la fatigue, des maux de tête, des douleurs articulaires. Donc, ça aussi, ça peut être très utile de mesurer ces valeurs. Et très régulièrement, il faut savoir qu'il y a quand même à peu près 30 à 40% maintenant de la population qui a une forme d'intoxication aux métaux lourds. Et puis le glutathion, mais euh, c'est une molécule qui va permettre de faire tourner la détoxification. C'est un détoxifiant extrêmement puissant. Donc, il va venir en plus avec les aliments. Donc, oui, moi, je ne sais pas après si vous avez aussi d'autres prescriptions, mais je pense qu'il est vraiment important dans le métabolisme de détoxification, particulièrement s'il y a des suspicions de métaux lourds ou des fatigues inexpliquées. Venir avec typiquement 500 mg, on va en prendre 2 fois par jour au minimum.
voir comment les choses agissent après un mois, puis après on peut le prendre de manière régulière. Les clients que j'ai qui sont en Asie, par exemple, dans des villes polluées ou des grandes villes, je recommande presque d'en prendre toute l'année. Je ne sais pas si vous avez des recommandations. J'ai une question en fait. Est-ce que vous dosez, vous faites des marqueurs, vous dosez les marqueurs hépatiques avant de décider si vous allez prescrire le glutathion? Alors, bon, les marqueurs hépatiques, je les dose, mais ils peuvent être tout à fait normaux. Ce que je regarde par contre dans la détoxification, puis c'est quelque chose qui doit être fait en préventif parce que c'est relativement coûteux, même si les assurances prennent. Après un moment, ils ciblent pour voir si on fait des examens coûteux. C'est dommage parce que c'est du préventif, mais moi, je regarde beaucoup l'activité du glutathion peroxydase, qui est en Voilà, fait c'est ça. Ouais. une enzyme. Mhm. Donc les autres marqueurs hépatiques pas, mais par contre, oui. Alors, si c'est ça que vous voulez dire, c'est vrai qu'on en a dans le foie. Oui, ça va être un des éléments. Parfois, on peut être Ouais, un peu. vous regardez le glutathion peroxydase, c'est ça, d'accord. Mhm. Alors, moi, enfin, ça m'est arrivé, oui, de prescrire de la NAC, N-acétylcystéine, qui est précurseur, justement, qui permet la synthèse du glutathion. Oui, Ça- voilà. Je vois qu'il y a encore d'autres questions. On va peut-être avancer. Oui, Et puis on les posera après. J'espère, Isabelle, que ça répond à votre question. Voilà. alors, on me pose la question, on va en venir aux produits laitiers, je vais en On le fera parler. après, peut-être. Voilà. Ouais, on Euh, va. Là, je voulais juste donc souligner que c'est quand on a des bouffées de chaleur, on souffre de bouffées de chaleur. Alors évidemment, l'alcool va vraiment amplifier ces symptômes. Donc voilà, on y va. Et ben, c'est comme quand on est, on est en période dans la deuxième phase du cycle, juste avant les règles, ça va aussi, on peut aussi ressentir des bouffées de chaleur. Et c'est dans cette période-là qu'il faut absolument éviter. Alors l'alcool, c'est bien pour cet aspect convivial, mais ça doit rester quand même occasionnel. Euh, donc ça c'est un point. Et puis aussi, certaines peuvent ressentir aussi des inconforts quand elles mangent, par exemple, le soir, une viande ou qu'elles vont avoir un plat trop riche. Ça va aussi favoriser les inconforts, une mauvaise nuit, des bouffées de chaleur, mais ça c'est un peu général aussi. Les graisses trans et industrielles, alors évidemment, hein, on va éviter donc, tout ce qui est frites, chips et puis les charcuteries. On va éviter d'en abuser, voire les éviter complètement, si on peut, parce qu'elles sont pro-inflammatoires. Donc, on évite. Donc par rapport aux produits laitiers et le lait de vache, donc pour la gestion de l'insuline, si on veut vraiment éviter les pics d'insuline, on va éviter tout ce qui est euh, lait de vache, produit de la vache. Aussi parce que elle comporte aussi des hormones de croissance qu'on veut aussi éviter. C'est pro-inflammatoire et souvent, bah, voilà, j'ai aussi beaucoup de patientes qui viennent me voir avec de gros problèmes digestifs et quand elles arrêtent la consommation de lait de vache, ça va beaucoup mieux. Et problème de poids aussi, évidemment, ça, ça va avoir un effet plutôt bénéfique de l'éviter. Donc, Je pardon. vais rajouter de la part du corps médical, j'allais dire par rapport aux produits laitiers. Vous allez peut-être encore très souvent entendre des médecins ou des personnes qui vont dire ah, mais euh, si le calcium est bas, oui, il faut que vous preniez des produits laitiers, du fromage, ça va vous aider. C'est un discours qui est complètement désuet maintenant, complètement désuet. Euh, on sait, il y a des études maintenant très claires dans les pays nordiques où il y a beaucoup de consommation de lait, il y a beaucoup plus de ostéoporose. Et en Ouais. fait, le lait, qu'est-ce qu'il fait? Il chélate, donc il garde le calcium. Et puis, dans les pays asiatiques qui consommaient très peu de lait, en Japon, en Chine, ils ont commencé à prendre notre façon occidentale, manger, ils consomment des produits laitiers. Et on voit, là, vous pouvez aller voir, hein, c'est les courbes de fractures osseuses, fractures du col, tassement vertébral qu'ils avaient jamais, quasi pas avant, eh bien, c'est en train de monter en flèche. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi est-ce qu'on l'a dit dans les écoles? Hein, Mm.
certains, Mm. selon l'âge que vous aviez, vous receviez votre lait, puis à un moment, il faut le boire. Euh, Malheureusement, c'est le laitier qui sont venus infiltrer la partie médicale, les écoles, l'éducation, après la Deuxième Guerre mondiale, pour pouvoir vendre du lait. Il y a du calcium dedans, hein, mais clairement, les personnes qui sont en ostéoporose ou qui ont des troubles osseux, clairement, il faut l'éviter. Plutôt aller sur des laits de petits animaux, mais voilà, et en plus, ça c'est en dehors aussi des autres produits. Donc ça, c'est une étude aux États-Unis, dans du lait de grande distribution, dans les analyses, 30% sur 1 litre, 30% c'est du pu. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pas l'idéal. Donc vraiment à éviter. Donc si vous Mm. avez des troubles de calcium, il vaut mieux prendre des compléments. Et il y a des aliments, les crucifères, d'autres choses qui en ont, mais c'est surtout pas le lait. Les Voilà. légumineuses, donc les lentilles, les céréales, et puis il faut pas oublier que la vitamine D, elle va aider aussi à assimiler le calcium. Donc voilà, faut. Pour en parler longtemps, hein, je vois Oui. aussi une question de Catherine par rapport au skier. Alors c'est intéressant parce qu'il y a effectivement voilà, des éléments fermentés qui vont aider. Peut-être vous avez un avis, Agnès, sur le skier. Il y a déjà un peu de digestion. Ben, pour moi, c'est du produit de la vache, donc je suis enfin, je suis pas une consommatrice et je le conseille pas. C'est comme le whey, je conseille pas. De toute façon, c'est ultra acidifiant. Enfin, non, je connais pas bien. Je pense, pour répondre là-dessus à Catherine, si vous avez besoin de ferment, parce qu'effectivement, Oui, c'est pas qu'il faut. Voilà. Si vous voulez en prendre, ça oui. vous fait plaisir, je pense que c'est bien, mais vous allez le retrouver dans les kimchi, dans des autres légumes fermentés. Donc voilà, c'est ces choses-là. Il y a une question, j'ai pas compris sur le lait, 30% du lait. Ah, c'était du pu. Parce que les vaches sont très à la machine, et puis elles sont dans des carousels, c'est aux États-Unis, et dedans, ben, il y a 30% de pu. Voilà. Voilà, voilà, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger à l'heure actuelle. Alors, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose par rapport aux autres Non, il y avait autre chose que vous vouliez ajouter, docteur? Non. Non, je crois que je vois aussi qu'il y a tellement de questions. On va peut-être Oui, avancer dans la d'accord. présentation, et Ok. puis on regardera les questions pour après, parce que c'est vrai qu'on a envie de répondre, mais c'est bien. On voit qu'il y a de l'intérêt. C'est magnifique. Donc, on arrive enfin, le soin du système digestif. Alors, évidemment, on en a parlé un petit peu. Les intestins, on va les soigner. On va nourrir le microbiote. Donc, on va utiliser. Moi, j'aime bien conseiller les kimchi, les aliments lacto-fermentés. Donc, ça va vraiment nourrir la bonne flore. Et il y a aussi également les boissons, hein, je ne les ai pas mises, mais il y a également les boissons comme le kéfir ou le kombucha qui sont bénéfiques pour nourrir cette flore. Euh, et ensuite, ah oui, je déconseille toujours aux patients de commander de leur côté les probiotiques qu'on trouve dans le commerce et puis de choisir des produits qui présentent plein de souches différentes, mais enfin, il faut soigner de manière ciblée et bah, notamment après une anamnèse. Moi, j'étudie le plan alimentaire, enfin, les habitudes alimentaires de la personne. Sur cette base, je vais comprendre un petit peu où sont les carences. On va varier l'alimentation. On fait ensuite un coloscreen si c'est nécessaire. Et ensuite, on conseille les probiotiques qui vont convenir à la personne. Des fois, ça va être des probiotiques qui vont cibler plutôt la sphère vaginale. Si c'est une personne qui souffre de mycose de manière chronique. Euh, Parfois, c'est au niveau urinaire. Une personne qui souffre de nombreuses cystites aussi. Donc là, on va cibler aussi cette flore-là. Donc, je déconseille de prendre de manière anarchique les probiotiques. Ça va vous faire perdre du temps et puis voilà, ça a un coût.
Vous avez une recommandation sur le nombre de milliards de germes que vous recommandez au minimum parce que c'est aussi un label qualité. Alors, ça dépend. En fait, je vais pas forcément. Enfin, je vais faire. Je vais surtout regarder les souches, moi, personnellement. Ok. Ouais. Euh, et puis, j'essaye de vraiment choisir trois, quatre souches pour commencer, mais pas. Voilà, après, je. Et puis, Ok. j'ai mes marques, mes habitudes. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. C'est très juste. Je pense que c'est bien si vous commencez des probiotiques de quand même vous référer à un professionnel parce qu'il y en a plein sur le marché. Certains, bah, il y a très peu dedans où il n'y a pas les souches qu'il faut. C'est un peu comme voilà, les concentrations sont importantes et les souches. Donc, absolument, il faut, n'hésitez pas à vous référer à un ou une professionnelle par rapport aux diverses marques que vous prenez. Voilà. Et puis ça va pas forcément marcher si on n'a pas réglé d'autres problèmes avant. Donc il faut vraiment réparer la barrière intestinale d'abord, enfin vraiment réparer l'estomac aussi, soigner l'estomac si c'est nécessaire avant de commencer à prendre des probiotiques. Il y a des personnes qui souffrent de SIBO par exemple, donc on va vraiment éviter d'aller mettre des probiotiques en plus quand Mhm. on a une hyperprolifération bactérienne. Je vais brièvement aborder l'insuline. Je me rends compte que le temps passe. Le temps passe. Oui, Vite. oui. Moi, je conseille toujours aussi d'adopter une chrononutrition et donc de manger plutôt des aliments qui vont soutenir la production de dopamine le matin, donc un petit déj protéiné, évidemment la tartine de confiture, on évite, le jus de fruits également. Ça va entraîner des pics d'insuline et voilà, ça va vraiment faire que vous avez un coup de pompe au bout de d'à peine 3 heures. Et, et c'est vraiment, vous aurez moins d'énergie pour tenir la journée, tandis un repas protéiné le matin, ça va vraiment vous permettre de tenir. On en a déjà parlé tout à l'heure. Ensuite, je conseille des bonnes protéines le midi avec une bonne part de légumes colorés et de légumes verts à feuilles. Et puis le soir, en deuxième partie de journée, en encas, vous pouvez vous permettre des aliments un petit peu plus glucidiques, même le chocolat ou des fruits à index glycémique un peu plus élevé. Et le soir, plutôt végétarien pour favoriser un bon sommeil, parce que là aussi, le sommeil, un sommeil efficace, ça va aussi vous permettre d'avoir un équilibre, un bon équilibre hormonal. Hop, est-ce que j'arrive au... Voilà. Ah oui, je voulais parler de certains. Je voulais finir sur des super aliments qui sont vraiment favorables en préménopause et même en ménopause. La maca, c'est assez intéressant. Elle va vraiment soutenir, alors c'est pas un phytoœstrogène, elle va soutenir la production d'œstrogène tant qu'on en produit. Elle va soutenir aussi la production de glaire cervicale. Elle a aussi un impact favorable sur la libido. Je déconseille toujours de commencer, enfin de tester, d'expérimenter la maca noire avant les autres parce qu'elle a un côté vraiment, c'est stimulant la maca de base. Mais la maca noire, c'est sur un terrain épuisé, sur quelqu'un qui a tendance à être fatigué et manque d'énergie le matin ou en fatigue, en limite burn-out, à éviter absolument. La maca rouge est également intéressante pour les troubles de l'humeur aussi. Vraiment, la maca, elle a vraiment plusieurs actions qui sont très bénéfiques sur l'humeur aussi, aussi bien. Donc, je trouve que c'est à essayer. Et moi, je la conseille en général, je conseille 2 grammes par jour. Alors, c'est soit sous forme de poudre à mettre dans des mélanges, soit dans un smoothie, soit dans un yaourt de lait de brebis ou végétal. Et puis sinon, c'est sous forme de compléments. Mais bon, souvent, on est obligé d'avaler beaucoup de compléments parce que c'est vraiment c'est 2 grammes, ouais, 1 à 2 grammes par jour pour donner, et plutôt le matin. Et là, ça donne une bonne énergie et puis ouais, ça soutient bien, ça aide bien. Mm.
Voilà, alors moi, pour ma part, je crois que j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder. J'espère ne pas avoir fait trop long. Non, c'était parfait. Bah, vous êtes quasi pile à l'heure, à 2 minutes, puisqu'on Oui. a démarré à l'avance. On a Mais en une tout dernière question par rapport aux hormones bioidentiques. Est-ce que peut-être on peut en parler juste avant? Alice, je vais reprendre, oui, je vais prendre les questions. On va se donner encore une dizaine, peut-être 5-10 minutes, juste pour les questions. Et puis, disons, avant de répondre encore aux questions, ben, je voulais remercier Agnès. Ce que je pense qui est important, donc, c'est profiter des connaissances d'Agnès. Je travaille avec Agnès ici à la clinique suisse, particulièrement effectivement en collaboration dans les cas de femmes avec des déséquilibres hormonaux. On a vraiment des bons retours et une capacité d'équilibrer. Rappelez-vous, les aliments, bah, c'est très important au niveau des hormones. Peut-être, Alice, ce serait bien que vous puissiez mettre juste dans le chat un lien de la page sur notre site où les personnes peuvent prendre rendez-vous avec Agnès. Donc, Agnès, vous êtes reconnue pour les assurances complémentaires, hein, c'est juste. Par la SCA. Mhm. Voilà, c'est ça. Et puis même pour ceux qui n'ont pas les assurances ou qui n'ont pas cette couverture, vraiment, je pense que ça vaut la peine de faire un tour particulièrement, de remettre un petit peu en place certaines idées qu'on reçoit. Il faut savoir aussi que, et je parle pour ça en tant que corps médical, alors c'est en train de changer gentiment, mais quand même, en tout cas, moi, quand j'avais fait mes études, on a eu 6 heures sur la nutrition, sur 7 ans, 6 heures sur la nutrition. Puis après, bah, si vous vous intéressez pas à ça, eh bien, on n'apprend pas ça comme médecin, absolument pas. Et c'est vraiment, on dit, votre aliment est votre médicament. Donc voilà, vous avez le lien dans le chat. Euh, Découvrez ces services. Je pense que c'est vraiment important. Donc, merci Agnès. On va passer juste aux questions qui restent. Donc, je crois qu'il y avait encore une question. Je vais d'abord répondre sur la question sur les. Peut-être juste, on va plutôt, Agnès, vous allez répondre juste à la question sur les prébiotiques. Est-ce que vous les combinez avec les probiotiques? Peut-être juste Mhm. explique d'abord ce que c'est, Oui. parce que peut-être pas tout le monde sait. Ouais. Et puis ensuite, Oui. est-ce que vous les recommandez aussi? Bon, les fibres, donc ouais, c'est vrai on en a parlé un petit peu, qui vont nourrir les bonnes bactéries, et puis oui, tout ce qui est végétaux, tout ce qui est, et puis l'avoine, donc tout ce qui est céréales aussi, tout ce qui va permettre de soutenir un bon transit. Donc ça, c'est absolument bénéfique. Vous l'aviez abordé aussi au début, qu'au niveau de l'intestin, donc il y a aussi il doit y avoir une élimination des hormones. S'il y a un mauvais transit, des problèmes de constipation, ces hormones, elles vont retourner dans la circulation alors qu'elles ne sont pas censées y retourner, et ça crée une hyperœstrogénie. Donc, il faut consommer impérativement, augmenter la part de légumes, augmenter la part de bonnes céréales, les céréales complètes aussi, plutôt que les. Moi, je conseille les céréales complètes plutôt que les céréales raffinées. Tout ce qui va favoriser un bon transit et nourrir les bonnes bactéries du microbiote. Très bien. La question sur les bioidentiques. Alors, il y a un webinaire qui a déjà été fait sur les bioidentiques. Je vois que c'est Isabelle et puis qui a dû malheureusement partir avant. Pas de souci, vous pourrez le revoir aussi. Donc, il y a un replay aussi de ce webinaire. Vous allez le retrouver soit sur les réseaux sociaux, soit sur notre plateforme. Mais effectivement, les hormones bioidentiques vont venir soutenir, en plus des aliments, ce sont des hormones qui sont identiques à ce que produisait votre corps. Donc, stradiol, estriol, progestérone, parfois il y a de l'œstrone, elles vont venir. Mais je ne vais pas aborder tout ce sujet ce soir, puisqu'il est déjà largement abordé sur nos plateformes, réseaux sociaux. Donc, je vous invite vous pouvez mettre bioidentique suisse, et puis vous allez tomber dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions de dernière minute?
Merci beaucoup Agnès. Merci C'est à un vous. vrai plaisir. Merci à vous aussi d'être là, de nous suivre, d'être des fans de notre clinique. Je sais qu'il y en a qui sont parmi nous ce soir. Ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas, vous avez des questions, vous allez sur notre site, vous allez trouver beaucoup. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Ce webinaire sera rediffusé sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à parler autour, liker, partager. Et puis, je vous dis à bientôt sur un prochain webinaire. Merci beaucoup. À Belle bientôt. soirée tout le monde. Au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée tout le Merci monde. à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.